Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Nous allons essayer de vous montrer comment l'IA peut redéfinir l'industrie. On a eu plusieurs aperçus au cours de ces 2 jours. Donc, je suis Frédéric Simotel, journée chez BFM Business, et avec moi pour en parler. Alors, dans l'ordre, Bernard Cléneuve, qui est président de la Commission développement économique et digital, industrie, export et attractivité et cybersécurité de la région Sud. On va parler un peu de ces sujets. Bernard, bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Fabrice Valentin, qui est le vice-président Head of Artificial Intelligence chez Airbus. François Soubien, qui est CEO Global Consulting et PNL Leader chez Talent. Dans l'ordre, Michel Lutz, qui est le patron de la Digital Factory Data IA chez Total Energy. Et Laurent Soli, vice-président Meta Europe. Merci, qui aura même une surprise pour nous. Voilà, comme ça vous force à rester jusqu'à la fin. Et vous verrez, on a beaucoup de choses à raconter. Donc, on va parler de cette IA dans l'industrie, on va parler des investissements, on va parler d'usages concrets aussi, vous dire comment tout cela s'applique aujourd'hui. Les enjeux humains, oui, que devient l'humain dans ces industries, et puis l'attractivité, la transformation des métiers. Ma première question, elle va aller vers Laurent, juste pour faire un petit tour de table pour que chacun, enfin je pense que vous connaissez bien le groupe Meta à la fois sur les Facebook, Instagram, mais il y a beaucoup de choses. Et justement, Laurent, Meta investit des dizaines de milliards dans l'intelligence artificielle, elle fait partie de ces géants américains qui font bouger ce monde à un rythme assez incroyable. En quelques mots, pourquoi un tel engagement autour de l'IA et quelles ambitions cela traduit pour le groupe? Meta a investi depuis plus de 12 ans sur l'intelligence artificielle, et notamment en créant, avec Yann Lequin, qui a rejoint l'entreprise, un laboratoire de recherche fondamentale pour faire avancer la science et la recherche sur l'intelligence artificielle. Et je peux vous assurer qu'il y a 12 ans, c'était une pratique limitée à quelques milliers de personnes. Et Meta a toujours voulu, comme toute entreprise technologique, innover et être, si possible, un des leaders des révolutions technologiques à venir, les plateformes sociales, les plateformes numériques, on en dira un mot, les lunettes connectées. Mais au cœur de l'entreprise, depuis de nombreuses années, l'intelligence artificielle est partout. Meta a voulu aussi que cette recherche et que ce développement se fasse en open source, pour que l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, des développeurs, des entreprises et toutes les personnes qui veulent utiliser les outils d'IA puissent le faire, avec une vision de cet open source qui était bien sûr scientifique, mais aussi une conviction, c'est qu'en ouvrant ces recherches gratuitement à chacun, on allait accélérer le mouvement de l'IA, on allait pouvoir offrir à toutes ces activités et tous ces chercheurs et ces développeurs des technologies extrêmement pointues. Et je crois que ça a participé à l'accélération depuis 10 ans dans toutes nos activités de l'intelligence artificielle. Symboliquement, et plus que symboliquement, c'est ici en France que nous avons installé un des plus grands centres d'IA de Meta. Et ce laboratoire, FAIR, bien connu, vous allez accueillir dans quelques minutes un des chercheurs les plus brillants qui est ici, est devenu un des pieds de l'écosystème français et européen. Et on est bien sûr très, très heureux de tout ça. Oui, il faut le rappeler, beaucoup de startups que vous avez certainement vu passer au cours de ces 2 jours sur l'IA, beaucoup d'entre elles, alors ce sont des Français qui sont souvent passés par les laboratoires de Google, mais aussi beaucoup de Meta qui ont créé des startups qui font le succès aujourd'hui de cette IA à la française, même si évidemment ça se développe au niveau international. Donc là aussi, voilà un beau centre de formation pour nos ingénieurs. Bernard, un mot sur la région. Vous utilisez déjà l'IA pour vos propres services internes. Alors, c'est une industrie administrative, on va dire. Voilà. Comment on redéfinit cette industrie? Juste nous dire un petit mot là-dessus. Et puis surtout, quelles actions vous mettez en place dans la région pour... il y a beaucoup de PME manufacturières. Il faut les accompagner pour qu'elles développent de l'IA chez elles. Alors, un premier mot sur ce que nous faisons à la région. On veut transformer l'action publique, la rendre plus visible et faire en sorte que nos agents à la région soient libérés, voire débarrassés de la partie fastidieuse de leurs tâches. Je vais donner 2 exemples. Quand on fait une demande de subvention à la région, on est amené à fournir un très grand nombre de pièces jointes. L'agent en charge jusqu'à présent les lisait une par une et les validait ou pas. Aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle qui les valide ou pas, qui les contrôle, ce qui fait que l'agent n'a plus qu'à s'occuper du fond du dossier qu'il est en train d'instruire. Et la seconde, qui est un peu plus novatrice, on a des caméras dans les réfectoires de nos lycées qui filment les retours des plateaux repas et qui analysent ce qui reste dans ces plateaux. C'est en connexion directe avec le chef de cuisine qui va en tirer 2 conclusions,
que certains aliments doivent être préparés d'une manière différente parce qu'ils sont très largement rejetés par les élèves. Et ensuite, ça va lui permettre d'améliorer le dosage des rations de façon à ce qu'on réduise au minimum les déchets alimentaires. Alors ça aussi, ça se fait avec de l'intelligence artificielle, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervention humaine et qu'on ait des résultats et des propositions qui soient objectivés pour le chef de cuisine. Ensuite, ce que l'on fait avec nos PME, nos TPE, alors d'abord, et on a certains de nos partenaires qui sont là, on utilise les grands groupes pour nous aider et nous accompagner dans ces sujets, justement pour transmettre dans ces TPE et PME. On commence par de la culturation, et puis on encourage et on accompagne dans les domaines de l'IA les entreprises et les startups qui seront offreuses de solutions avec des briques qui pourront être proposées par la suite à des entreprises toujours de notre territoire qui sont demandeuses de solutions. Alors, on a commencé par faire des petits financements avec un outil qu'on appelle Mon Assistant IA, de manière à mettre ces demandeurs et ces offreurs de solutions en relation, et le tout en ayant comme objectif et comme fil directeur un collège autour du président Muselier qui fait qu'on met en œuvre et qu'on souhaite mettre en œuvre une IA qui soit éthique, qui soit pour tous et pour tout le monde, et pour l'ensemble de notre territoire, qui n'est pas toujours facile. Merci Bernard. Fabrice Cherbus, alors, on voit alors, des investissements, évidemment, il en faut beaucoup, hein, on en parle énormément de tous ces investissements au sein de l'IA, il en faut aussi dans l'industrie. Quels sont les principaux challenges de l'IA pour justement l'industrie aéronautique, aérospatiale ? Je dirais déjà l'industrie aéronautique, son ADN, c'est la sécurité, la fiabilité et l'explicabilité de tout ce qu'on va faire. Sans même parler de processus de certification, l'ADN de l'industrie, c'est la sécurité. Donc quand on parle de risque à 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8, on est très loin de ce qu'amène le risque d'utiliser une IA dans certains contextes. Quand on parle de probabilité de modèle, les data scientists à la table vont pas me contredire, on est plutôt de l'ordre de 80%, 90%. Ça paraît complètement incompatible. Donc je dirais que c'est le premier challenge, comment on fait d'une technologie probabiliste quelque chose d'utile dans nos processus de fabrication, de design, de support avion et demain dans l'exploitation et l'opération des avions. C'est peut-être le plus gros risque aujourd'hui, le plus gros challenge. François, on va en parler, hein, des grandes applications significatives dans l'industrie. Est-ce qu'on investit suffisamment aujourd'hui selon vous ? Alors c'est une bonne question. En fait, la moitié des entreprises industrielles aujourd'hui sont bloquées sur l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment qu'il y a un retour sur investissement qui est incertain. Alors il y a plusieurs causes à ça. La première raison, c'est la vitesse de changement des technologies. Hein, quand on est dans un environnement industriel, on a besoin d'installer une technologie pour le long terme, hein, pour 10 ans, 15 ans. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites sur des proof of concept, hein, sur des cas d'usage, et que se pose très vite ce raisonnement de se dire mais comment on met à l'échelle ? Et en fait, la problématique aujourd'hui des grands industriels, c'est la mise à l'échelle. Ce n'est pas l'existence des technologies, c'est pas le fait qu'il y ait une volonté opérationnelle de changer, mais ça, je reviendrai dessus. C'est la mise à l'échelle, c'est le support des directions générales, hein, parce que les directions générales, elles doivent forcément aussi prendre leur part de risque dans un système qui peut avoir des débouchés incertains. Et c'est le fait de pouvoir mobiliser les hommes et les femmes autour de changements fondamentaux, soit sur les business models, ou soit sur des évolutions profondes des différents métiers. Donc je dirais qu'il y a des investissements, pour être des plus investissements, mais un industriel, ça reste quand même un acteur économique raisonnable et raisonné, donc il balance le risque et le reward. Alors, on poursuit ce tour de table. Michel Lutz, donc chez Total Energy. Alors, l'IA s'applique évidemment à la production, à la distribution d'énergie. Il y a différents exemples, hein. Il y a un centre de monitoring piloté à Montpellier, je crois que c'est pour les énergies renouvelables. On sait que Total est un gros utilisateur de Copilot, hein, cette application de Microsoft qui accompagne, qui fait de l'assistance bureautique, mais ça commence à aller plus loin. Vous avez même un LLM interne, donc comme beaucoup d'entreprises. Mais ma première question, c'est, alors vous travaillez aussi avec Mistral.
les bénéfices concrets aujourd'hui que l'on tire de ces projets, alors c'est oui, une productivité accélérée, mais qu'est-ce qu'on peut dire des bénéfices justement que l'on tire de tout cela? Je pense les bénéfices concrets, déjà, moi je trouve que c'est bien de se replacer dans la stratégie de Total Energy, parce que finalement l'IA, ça se fait dans le cadre d'une stratégie métier, on ne fait pas ça pour le plaisir de faire de la technologie. Donc Total Energy, c'est plus d'énergie, moins d'émissions, et finalement tout ce qu'on fait en termes d'IA est au service de cette stratégie. Donc en gros, effectivement, les principaux domaines d'application, il y a d'une part tout ce qui est production industrielle autour de l'oil and gas et de l'activité industrielle, où là on utilise beaucoup d'IA pour produire de façon plus efficace, produire de façon plus durable, réduire les émissions de CO2, et puis bien sûr améliorer toujours la sécurité de nos opérations, qui est une valeur fondamentale de la compagnie. Et puis deuxième axe que vous avez mentionné avant, c'est la partie production d'électricité, qui est un des axes majeurs de la stratégie multi-énergie de Total Energy. Et effectivement, pour être un bon acteur dans l'électricité, comme dans la partie industrie plus oil and gas, il faut énormément de données et d'intelligence artificielle. Donc par exemple, on peut faire de l'analyse d'images satellites pour voir où placer des panneaux solaires. On a effectivement notre centre de production à Montpellier qui récupère toutes les données de toute la production renouvelable France de Total Energy. Et puis là, on a des milliers d'algorithmes qu'on a déployés qui font du monitoring en temps réel. Et en fait, et tout ça s'ancre dans une transformation et une accélération. Donc, un peu pour mettre ça en perspective, ça a commencé déjà, il y a des usages depuis longtemps dans le domaine des géosciences. Finalement, c'est un peu de l'ADN d'utiliser du numérique pour connaître le sous-sol. Il y a une grosse accélération qu'on a fait avec la Digital Factory, où justement on a stabilisé, pour revenir à ce que vous disiez un peu avant, il y a une question d'investir sur des fondamentaux. La Digital Factory nous a permis de stabiliser des fondamentaux, la donnée, les plateformes technologiques. Et là aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase d'accélération, où maintenant qu'on a déployé une centaine d'applications, à peu près 10 000 modèles en production, on accélère avec vraiment des focus stratégiques. Donc maintenant, le top management a décidé ce qu'on appelle les programmes de recherche et technologie stratégique, qui vont vraiment mettre l'accent autour de programmes de transformation sur l'activité industrielle, sur la sécurité, la durabilité et l'électricité. Quand il y a des choses parce que j'imagine qu'il y a quelques projets qui sont soit suspendus, soit arrêtés, ça va être quoi le frein, l'obstacle rencontré en général? En fait, donc il y a ces focus, et juste pour compléter, ce qui est intéressant, parce que vous parliez de Copilot, ouais. Du coup on va avoir ces axes de focus stratégique, et Copilot, parce que finalement l'IA générative permet aussi de faire de l'innovation un peu plus locale, plus distribuée, et ça c'est ce qu'on va chercher avec Copilot. On a mis à disposition plus de 30 000 licences, donc c'est assez massif, et ça on voit que ça a des effets beaucoup plus locaux de transformation. Et la dernière partie, sur la partie IA générative avec Mistral, c'est un peu la prochaine évolution technologique qu'on explore beaucoup avec Mistral, c'est l'IA agentique. Donc c'est aller un peu plus loin que les LLM en mode assistant, mais d'avoir des systèmes qui sont connectés à nos données, à nos modèles, à toutes nos informations internes, qu'on va pouvoir interroger en langage naturel. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de faire avec Mistral dans le domaine justement de l'assistant industriel pour l'aide à la décision. Et sur des projets où on se dit justement qu'on va les suspendre, ça va être quoi les freins? C'est quand on a une donnée qui n'est pas suffisamment nombreuse, de qualité, ou manque de compétences? La donnée, c'est un enjeu majeur, ça c'est évident. À un moment, il faut injecter, que ce soit de l'IA générative ou pas générative, il faut injecter nos données. Donc nous, juste pour donner un peu en perspective, la donnée chez Total Energy, c'est quand même assez gigantesque. La donnée sismique, c'est des dizaines et des dizaines de pétaoctets de données. La donnée industrielle, donc tous les capteurs qu'on peut avoir dans nos usines, aujourd'hui, c'est ça se terme en compte de milliards de points de mesure qui remontent de la donnée chaque jour. Donc effectivement, on a investi depuis longtemps sur des bonnes pratiques de data management, des plateformes, des pratiques de protection de l'information aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces données. Et fort un peu de ce patrimoine de savoir-faire, on est aussi dans une phase d'accélération aussi, en ce moment où, dans le cadre de nos stratégies IA, on a lancé un ensemble de partenariats qui nous permettent d'accéder à encore plus de données. Donc là, je parlais de milliards de données industrielles. Là, on va remonter encore plus de données. Pour l'instant, on ne remontait pas tout dans nos historiens de production. Donc on a un effet de passage à l'échelle dans la quantité de données et la fréquence des données. Et aussi, après, ce qui est important, effectivement, parce qu'une donnée brute qui n'est pas bien contextualisée, qui n'est de pas bonne qualité, on n'en fait pas grand-chose. On a des investissements. Donc pour la remontée de données, on a fait un partenariat avec AspenTech, et un autre sur la partie données qualifiées, on va dire, un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Cognite,
qui est plus pour mettre de la donnée de qualité contextualisée dans la main des utilisateurs, pour des IA, mais aussi pour des gens sur le terrain qui puissent interagir un peu mieux avec une donnée plus moderne, et pour sortir un peu des fichiers Excel un peu à l'ancienne qu'on peut connaître parfois. Voilà, donc, et on verra tout à l'heure l'importance des data, et savoir aussi les trier, parce que c'est tous ces volumes importants. Fabrice, chez Airbus, alors ça fait 30 ans que vous faites de l'IA prédictive, de l'IA plus classique. Aujourd'hui, vous avez pas mal de cas d'usage aussi avec les nouvelles formes d'IA qui arrivent, soit l'IA générative, l'IA agentique. Alors, plus, on a parlé tout à l'heure de la partie aéronautique, mais beaucoup dans l'observation satellite, le traitement d'images, c'est ça? Oui, historiquement, c'est un domaine où l'entreprise a développé des talents et investi depuis des années sur l'imagerie satellite, le traitement d'images. Là, on parle d'IA plus traditionnelle, où on entraîne nous-mêmes nos modèles. Mais si on regarde sur l'IA générative dont tout le monde parle aujourd'hui, on est sur des cas d'usage assez classiques, on ne va pas être révolutionnaire, mais on l'emploie par exemple pour le support client. Comment aider nos ingénieurs à mieux répondre aux clients en amenant des réponses aux questions techniques qu'on leur pose, en trouvant dans des bases de données profondes des occurrences de problèmes similaires, problèmes très classiques. Après, tout le challenge, c'est de se dire, si je reviens à mon intro sur la fiabilité des modèles, quels sont les endroits où on peut l'appliquer et où ce risque de non-fiabilité est géré, soit par un processus de qualité ensuite, soit par un opérateur humain qui branche son cerveau au bon moment avant de prendre une décision. Mais les applications sont assez classiques. L'IA générative, c'est très très bon pour faire de la similarité, pour rechercher des documents, pour faire un assistant de tous les jours dans les employés. Donc on fait ça chez Airbus comme dans tous les autres grands groupes. Alors, Laurent, Meta n'est pas un industriel à proprement parler, voilà, comme on peut se l'imaginer avec Airbus et Total, mais quand même, si on regarde, on parlait d'industrie de service ou d'industrie administrative avec Bernard, c'est un industriel quand même de la pub, du marketing, et là aussi, l'IA transforme énormément ces métiers. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. L'industrie de la publicité et du marketing est transformée désormais massivement par l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs cas d'usage très opérationnels quand vous voulez parler à vos clients, communiquer, faire de la publicité, du marketing. D'abord, une grande partie aujourd'hui des plans médias qui sont faits par nos annonceurs sur Facebook et Instagram sont automatisés par de l'intelligence artificielle. Pour vous simplifier, vous voulez vendre cette table, vous voulez vendre cette table dans plusieurs pays à une cible donnée d'acheteurs potentiels et vous voulez la présenter sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nos algorithmes qui sont fueled par l'IA ont les meilleurs résultats. Ils vont être capables de bien cibler, de bien présenter le bon contenu au bon moment sur la bonne plateforme. Et en gros, les performances depuis 2 ans, 2-3 ans désormais, augmentent de 25 à 30% des campagnes médias qui ont été faites avant par des équipes, soit chez nous, soit chez nos partenaires. Donc les plans médias sont de plus en plus automatisés. C'est l'intelligence artificielle. Puis le deuxième cas d'usage qu'on imagine assez aisément, vous avez vu des exemples, je crois, ce matin ou hier, c'est la fabrication des contenus. Photos, films, publicitaires, que l'on connaît, est de plus en plus faite par intelligence artificielle générative, soit des outils que nous embarquons dans nos plateformes publicitaires, soit des outils externes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des très jolis produits d'IA générative. Donc, tout, et vous imaginez l'impact sur le coût et la capacité de créer en quelques minutes des centaines et des milliers de contenus. Donc en réalité, toute la chaîne de valeur aujourd'hui de l'industrie de la communication est, je crois, positivement impactée par ces outils. Donc nous sommes absolument engagés et si je vois le titre de notre table ronde, ça c'est un exemple extrêmement concret d'une très grande industrie. La publicité dans le monde, c'est un marché de près de 1000 milliards de dollars, c'est énorme, qui est aujourd'hui transformé par des outils d'IA. C'est concret, c'est opérationnel et on mesure très facilement les résultats. Et qui transforme le métier en parallèle. Oui, évidemment, parce que ceux qui programmaient des campagnes médias font autre chose et sont plus focalisés sur aller chercher des décisions stratégiques, mesurer, étudier ce qui se passe sur les marchés. Les créateurs vont plus vite, utilisent des IA beaucoup plus performantes et donc, bien sûr, la valeur ajoutée se transforme. Comme tout impact ou révolution technologique, il y a des changements dans les métiers, bien sûr. Et on entend une musique d'une crainte un peu pour l'emploi, parce qu'on se dit finalement, on peut presque tous devenir publicitaires. Non, il y a encore évidemment ce côté créatif, mais... Oui, parce que on ne va pas refaire l'histoire de la révolution technologique ou des grandes innovations depuis des siècles. Ce débat existe et a toujours existé, et il existera. Les métiers se transforment, les compétences changent, et en effet, l'IA le fait. Peut-être qu'elle le fait à une vitesse beaucoup plus rapide, mais elle le fait comme la transformation digitale de l'industrie publicitaire l'a fait il y a 15-20 ans.
Moi, je me rappelle très bien quand je suis rentré chez Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, il y a des métiers qui n'existaient pas et qui sont devenus des métiers parmi les plus demandés. Ça crée des métiers différents. Donc oui, il y a une transformation incontestable des métiers, mais il y a aussi une opportunité considérable. Je crois qu'ici même, on a reçu les gens du Prompt Club, qui sont ces créateurs, qui arrivent à faire des vidéos exceptionnelles. Ça permet aussi l'expression de la créativité, de leur talent, alors que sans outils d'IA, ils avaient du mal à le faire. François, un mot aussi, tous les projets ne vont pas aussi vite, il y a certains qui sont freinés, il y a des obstacles. Pour vous, les 2-3 principaux freins à l'adoption? Alors on a vu, il faut une qualité de données, ça c'est clair. Oui, alors déjà, revenons sur quel est le taux d'adoption dans l'industrie de l'IA. Nous, on s'est intéressé chez Talent à faire quelques surveys pour comprendre quel était ce taux d'adoption. Dans l'industrie, on est à peu près à 67% de taux d'adoption, versus les services financiers où on est à 89%. Alors, quelles sont les raisons? Il y a bien évidemment la qualité de données, mais c'est un peu plus que ça dans l'industrie quand même. C'est la précision de la donnée. Parce que quand vous voulez automatiser des processus industriels ou des données de recherche, des efforts de recherche, vous avez besoin d'être très précis. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure. Le deuxième point, c'est le poids du legacy. C'est-à-dire qu'une entreprise, sa vie, elle avait décidé de faire des énormes investissements sur tel ou tel système d'information, ERP, etc. Et c'est un peu aussi des projets qui vont prendre une décade. Et donc, on n'arrête pas des projets comme ça pour substituer autre chose. Donc, ça prend du temps. Donc, il y a ce tuilage à opérer. Et ce tuilage, il peut se faire que par la stratégie. Ça, c'est le point de départ, hein. Le troisième point, c'est la souveraineté. Et d'autant plus dans des environnements industriels sur lesquels on a des avantages compétitifs d'une nation à une autre, cette notion de souveraineté, elle est essentielle. Donc le cloud souverain, mais aussi les applicatifs souverains. Et le dernier point, c'est la capacité pour un dirigeant à décrire à quoi va ressembler son entreprise avant de commencer à faire un effort. Parce que si on commence à transformer des métiers avec des opérationnels, la première question qu'ils vont se poser, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est un réflexe naturel, donc il faut pouvoir les projeter et anticiper quels sont les changements de business model, quels sont les changements de processus métier et comment cette personne, on va investir dessus pour qu'elle évolue dans un nouvel écosystème. On parlait de souveraineté, Fabrice, à l'instant. Alors Airbus a développé autour de plusieurs LLM du marché. Voilà, vous avez customisé, redesigné évidemment tous les LLM dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, comment vous représentez cet enjeu de souveraineté technologique avec voilà, des outils alors américains, mais que vous, souvent, on a aussi du Mistral, vous l'utilisez aussi. Voilà, pourquoi cet enjeu de souveraineté est important aussi chez vous? Il y a plusieurs aspects. Et un des aspects évidents, c'est un aspect purement stratégique, au-delà du géopolitique, un aspect stratégique sur comment est-ce qu'on protège notre cœur de métier, notre savoir-faire. Et la réalité, c'est que si on veut un déploiement intelligent et utile de l'IA, c'est dans nos cœurs de métier. Si on ne fait que de l'administratif et du superflu, bon, on va gagner 2% sur la bottom line, ce sera bien, on sera content. Si on veut vraiment l'exploiter, il faut repenser les processus cœur de métier, ce qui nous importe, et donc intégrer cette technologie dans cet endroit. Et c'est là où il y a certains sujets qui demandent bien sûr des précautions. Quelles données, quelle sensibilité de ma donnée? Gérer la sensibilité de la donnée, ce n'est pas uniquement la classifier, c'est aussi se dire quel est l'impact si un ensemble de données se retrouve peut-être exposé ou leak ou autre. Au-delà du risque cyber, il y a un risque purement stratégique pour nos entreprises. Donc la souveraineté est un choix nécessaire sur certains cas d'usage. On retrouve la souveraineté, Laurent. Aujourd'hui, le modèle Llama de Facebook, de Meta, pardon, est développé en open source. L'open source, c'est un levier d'innovation, hein, c'est clair. Et puis juste un mot là-dessus. Selon toi, justement, utiliser l'open source, ça peut amener, même quand on est un gros acteur américain, à apporter aux entreprises une certaine forme de souveraineté. Oui, nous, on pense qu'on n'est pas les seuls, que la souveraineté aujourd'hui au XXIe siècle, c'est aussi la capacité de créer de grands écosystèmes dans toutes les grandes régions du monde. Meta est une entreprise américaine. Elle utilise des produits américains, elle peut utiliser du compute américain. L'essentiel de ses data centers sont aux États-Unis. Il y a bien sûr des questions stratégiques dans toutes les régions du monde. C'est absolument légitime.
Néanmoins, c'est Meta, par exemple, en France et en Europe, qui, par la création de son laboratoire, a créé et a été un des piliers de l'écosystème d'IA en France et en Europe. Donc notre vision de la souveraineté, c'est surtout la capacité qu'on a, et la France là d'ailleurs, comme pays et comme nation, à attirer tous les éléments constitutifs d'un écosystème. Les acteurs étrangers jouent un rôle, mais les talents, notamment en Europe, sont formés parmi les meilleures universités et les meilleures écoles. Il y a plus de 30 000 startups aujourd'hui tech et IA en Europe. L'énergie que produit l'Europe, notamment l'énergie non carbonée, est un atout. Donc je crois qu'au XXIe siècle, la question de souveraineté est à la fois essentielle, personne n'en doute, mais qu'elle se construit différemment qu'elle se construisait ou se pensait au XIXe et au début du XXe siècle. Le rôle d'un acteur comme Meta, qui est une entreprise américaine mais aussi globale, c'est de pouvoir aider à la création des écosystèmes. C'est l'intérêt de l'entreprise de travailler avec les meilleurs, mais elle redonne ensuite au territoire. L'exemple de notre laboratoire à Paris, qui a permis de former tant de jeunes, tant de chercheurs, il y en a plus de 200 qui sont passés depuis 10 ans, l'essentiel qui ne sont pas restés sont restés en France. On a fixé ici en France des talents de toute nationalité, et on l'a vu tout à l'heure, Timothée Lacroix, qui est le CTO de Mistral, est un ancien de Meta. Et je pourrais faire une liste longue, on n'a pas le temps. C'est comme ça que nous, on vit notre apport à la souveraineté aussi européenne et française. Très, très rapidement, un mot sur l'humain. Bernard, aujourd'hui, la région accompagne justement les PME, les collaborateurs dans cette montée en compétences IA. C'est important. C'est important parce que, et ça a été dit, on a besoin de les accompagner d'abord dans la compréhension, parce qu'on va leur proposer ensuite de transformer leur métier et leur quotidien. Et tout ça, alors on le fait en interne, bien entendu, au Conseil régional, mais en étant le premier partenaire des entreprises, il nous appartient aussi de le faire pour nos TPE et nos PME qui n'ont pas forcément les moyens des grands groupes d'avoir ce niveau de réflexion interne, puisque on sait ils sont accaparés par d'autres sujets au quotidien, mais on a besoin de les accompagner là-dessus. Et quand je disais qu'on a mis en œuvre cet outil que l'on leur propose, qui s'appelle Mon Assistant IA, c'est aussi pour ça, et aussi pour lutter contre cette crainte qu'on entend au quotidien, qui vient avec chaque révolution industrielle. On va perdre tous nos emplois et c'est des machines qui vont décider pour nous. On a quand même les outils et les moyens de leur expliquer que ce n'est pas tout à fait ça dans la réalité, et de leur apprendre par l'acculturation que oui, on y a beaucoup d'intérêt et on doit le faire avec. Chez Total, Michel, l'importance d'avoir l'homme, enfin l'humain, dans la boucle de cette industrie. Moi, je pense que c'est essentiel, mais pas que chez Total Energy. En fait, c'est le pilier d'une bonne stratégie IA, et je pense que c'est un peu dans les deux sens. Il y a les IA, il faut les connecter aussi. Il y a un enjeu de connecter les IA au système de connaissances d'une entreprise, donc nos documents internes ou nos données internes, qui sont un atout très précieux. La connaissance scientifique, parce que souvent les IA sont basées sur de l'apprentissage sur la donnée, mais nous on travaille sur des processus industriels où il y a un savoir physique, chimique, et il faut intégrer cette connaissance scientifique dans des modèles qui sont plus basés sur les données. Donc ça, c'est un point important. Et après, effectivement, dans l'autre sens, moi je trouve que c'est absurde de penser que le futur des hommes, c'est d'être un peu ou des femmes, d'être des perroquets de ce que disent des IA, même si elles sont de meilleures et de meilleures. Je pense que la vraie valeur et le vrai avantage compétitif, ça va être de trouver cette bonne combinaison. Parce qu'à la fin, si on regarde d'un point de vue vraiment compétitif, on va tous travailler notamment dans l'IA générative avec les mêmes modèles. Ce sera des modèles OpenAI, Meta, Mistral. La valeur que nous, on va y mettre d'un point de vue stratégique, c'est nos données qui nous appartiennent à nous. Et puis nos talents internes, les humains qui amènent leur créativité, leur talent, leur savoir-faire métier. Et c'est cette combinaison entre homme-machine qu'on va vraiment faire des belles choses. Juste une dernière question avant d'avoir une petite surprise de la part de Laurent. François, on y arrive aujourd'hui très rapidement à avancer, une industrie qui avance à son rythme et une innovation, on le voit, galopante, quoi, les versions de LLM. Comment on fait justement, en quelques mots, pour savoir s'adapter dans l'industrie à une innovation qui va à fond? On va voir dans un instant avec les lunettes connectées. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'industriels qui se posent encore la question parce qu'ils ont investi dans beaucoup de cas d'usage et d'applicatifs. Donc je pense comment on fait, c'est qu'on prend un recul et on porte un regard de vérité sur qu'est-ce qui peut être mis à l'échelle et qui va apporter de la productivité, de l'amélioration de taux de service client ou plus de chiffre d'affaires, de ce qui ne va pas l'être, et on concentre ses efforts. Voilà. Merci. Allez, une toute petite minute, Laurent, vous avez entendu parler là, on a un exemple d'industrie, comment l'industrie se redéfinit avec ces lunettes Meta, Meta Ray-Ban, donc avec l'industrie Essilor Luxottica.
Oui, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Je suis un bon vendeur, je peux vous assurer. Mais voilà le dernier modèle des Ray-Ban Meta Display, fabriqué en effet dans un partenariat stratégique avec le groupe Luxottica, groupe européen, qui montre que l'Europe a des talents, évidemment, dans la tech. Ces lunettes sont connectées. Et la grande nouveauté, c'est qu'elles intègrent un écran que vous ne pouvez hélas pas voir sur le verre droit. Et la deuxième grande innovation, parce que vous pouvez dialoguer avec l'écran et dialoguer avec vos lunettes, parce qu'il y a un assistant IA qui est dans vos lunettes, avec lequel vous pouvez dialoguer, lui demander à peu près tout. Et la deuxième grande innovation, elle est à mon poignet droit. Vous voyez, j'ai un bracelet ici, et qui peut simplement, par le mouvement de mes doigts, capter le mouvement de mes doigts et faire swiper le menu qui est dans mes lunettes. Donc voilà le type d'innovation qui aujourd'hui transforme l'industrie. Pour les utilisateurs, c'est assez exceptionnel et on pense que ça va être le prochain device qui va peut-être être complémentaire de nos smartphones. Et on imagine que pour l'industrie, des lunettes extrêmement intelligentes vont aider tout un tas d'employés dans l'industrie à faire leur travail. Elles ne sont pas en vente encore en Europe. Vous ne pouvez pas vous les avoir pour Noël. Mais je vous assure qu'on fait le maximum pour les avoir disponibles au premier trimestre 2026. Et on ne les montre pas beaucoup, donc vous les voyez, pardon, mais on ne peut pas faire la démo, mais elles sont assez exceptionnelles. Et juste pour les avoir testés, voilà, lorsqu'on dit un écran, voilà, vous n'avez pas tout d'un coup un œil qui se ferme, ça se projette vraiment comme la réalité augmentée. Donc le plan là, on a juste fait un essai avec le plan d'une ville pour se retrouver. On prend une photo, on a la photo qui s'affiche en tout petit, donc on adapte son œil. Et voilà, c'est assez performant. Et on imagine... Alors, dans le domaine grand public, oui, on aura certaines applications, mais dans le domaine professionnel, de la formation, là, on va avoir pas mal. Merci de nous avoir apporté ces Non, idées merci. Et là, je vais pas le faire, on n'a pas le temps, mais je pourrais à la fois vous filmer et vous prendre en photo et puis guider mon menu avec mes doigts grâce avec ce bracelet. Je suis ravi de pouvoir vous les présenter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en technologie. Et j'insiste, je suis très heureux que ça soit aussi une collaboration d'une grande entreprise américaine et aussi d'un très grand acteur franco-italien, oui. Essilor-Luxottica, ce qui montre bien sûr que notre continent et l'Europe a beaucoup de talent aussi sur le sol européen. Et qui est une illustration concrète de l'IA, comment elle redéfinit cette industrie entre ces deux univers qui ne se seraient peut-être pas rencontrés, qui là se rencontrent avec ces lunettes. Merci à tous les 5. Merci de nous avoir suivis. Je laisse la parole au suivant. Excellente journée.